difficile d'introduire un homme continent comme Alain Badiou, qui a une activité éditoriale tout à fait impressionnante. Vous me disiez tout à l'heure que vous allez signer votre 100e ouvrage probablement cette année. C'est une démence, et une démence qui peut laisser le sentiment d'un homme dispersé, puisque vous passez des questions classiques de la philosophie à l'écriture de romans, de pièces de théâtre, vous écrivez des textes politiques de circonstance sur Sarkozy, sur la question grecque, sur la question du foulard, et puis vous vous adonnez également à la critique esthétique, de cinéma, de théâtre, de poésie et d'opéra également, mais cette diversité est en fait irrigué par une cohérence en profondeur, parce que vous êtes un philosophe systématique, et vous définissez d'ailleurs la philosophie comme ayant une exigence de systématicité, avec deux œuvres maîtresses qui fondent votre système. D'une part, L'être et l'événement, qui fêtera ses 30 ans cette année, et puis Logique des mondes en 2006, et je crois qu'une suite va advenir cette année même, un troisième opus magnum dont le titre sera L'immanence des vérités. L'immanence des vérités. Alors, oui, il faut conclure au plus haut. Voilà, au plus haut, absolument. Mais dans une petite tension du titre qui s'éclairera peut-être dans notre conversation, puisqu'il est possible que nous parlions d'immanence et de vérité tout à l'heure. Un philosophe, donc, Alain Badiou, et vous dites que c'est rare dans le manifeste pour la philosophie, qu'on les confond parfois avec les 20 essayistes, comme vous dites, avec les commentateurs, avec les érudits, mais vous êtes un philosophe, c'est-à-dire que vous pensez le triplet constitutif de la philosophie moderne, l'être, la vérité, le sujet, et une autre manière que vous avez de définir le philosophe, c'est celui qui s'efforce d'être un savant, un artiste, un amant et un militant. Alors, je ne gloserai pas sur l'amant, mais le militant, le militant, on y viendra peut-être, on y viendra. Je céderai à la Vox Populi, effectivement. L'engagement militant qui est le vôtre vous mène de la SFIO au Parti Socialiste Unifié au moment de la guerre d'Algérie, et puis dans un engagement maoïste par la suite, sans que vous ne vous reconnaissiez dans l'étiquette gauchiste ou radicale. Vous êtes quelqu'un qui est toujours ouvert à la contradiction, vous admettez la violence défensive, tout en préférant toujours la discussion socratique à la contrainte. On pourrait enfin vous présenter en dressant une forme de biographie intellectuelle, en évoquant l'importance de Sartre dans votre parcours dans les années 50, l'importance d'Althusser que vous rencontrez à l'école normale supérieure, avec peut-être un différent sur la question du sujet, un différent qui est peut-être levé lorsque vous lisez Lacan, qui permet de mêler cette considération de l'inconscient comme un langage, comme une structure, et en même temps de maintenir la catégorie du sujet si essentielle pour le militant que vous êtes. On aurait pu évoquer bien sûr les figures de Platon, celles de Marx et celles de Mao, déjà d'une certaine manière évoquées. Mais commençons notre dialogue. Lieu qui vous accueille oblige, allais-je dire. Commençons peut-être par évoquer votre rapport aux citoyens de Genève, que vous citez à 4 ou 5 reprises pour dire un accord sur des points tout à fait capitaux. Oui, Rousseau est pour moi une figure tout à fait significative et importante, à vrai dire, et pour une convergence de raisons. D'abord, c'est, me semble-t-il, le premier à introduire dans la littérature et ou la philosophie l'évidence de la subjectivité au sens le plus radical et même, pourrait-on dire, le plus gênant du mot. Les Confessions, de ce point de vue-là, sont un livre initiatique parce qu'on y voit déjà quelqu'un considérer que, par exemple, la nature et l'évidence de la pulsion sexuelle doit être incluse dans les déterminations subjectives, et aussi faire le portrait du sujet, non pas tant comme un exemplaire de quelque chose d'universel, mais saisi dans une singularité rigoureuse, comme il le dit dès le début, quelque chose qui n'a pas d'exemple et n'aura pas de successeur,
Rousseau n'est pas quelqu'un de très modeste, hein, il faut dire ce qui est. Mais il a le droit. Et alors ça, c'est la première raison, c'est-à-dire cette modernité de Rousseau quant à l'approche psychologique subjective et l'ouverture de nouveaux champs en ce qui concerne l'autobiographie et le récit de soi. Il y a par ailleurs chez lui un écrivain étonnant. Il faut quand même bien voir que Rousseau a pratiquement modifié la langue littéraire française. C'est un inventeur. Il se réclame avec beaucoup d'équanimité de Voltaire sur ce point, mais en réalité, via Chateaubriand ensuite, il a métamorphosé la capacité sensible, si je puis dire, de la langue française. Il y a introduit une nouvelle cadence, il a introduit une imagerie sophistiquée, et que ce soit dans la Nouvelle Héloïse ou dans les rêveries du promeneur, il y a des passages absolument extraordinaires compte tenu de leur date. Donc c'est la deuxième raison. La troisième raison, elle est alors du côté des essais politiques, parce que c'est quelqu'un qui, à la fois, promeut et critique ce que nous appelons, nous, démocratie. Alors, il la promeut, parce que, comme chacun sait, à travers le contrat social, il établit la souveraineté de la volonté générale, donc le partage de tous dans la décision politique, mais il est déjà extraordinairement critique de tout ce qui ressemble à une démocratie représentative et électorale, et en particulier, il considère que l'Angleterre, qui a quand même inventé le parlementarisme, qui a été la matrice de tout ce que nous connaissons sous le nom de politique, il n'a pas de mot assez dur pour qualifier la prétendue démocratie anglaise. Et sur ce point, je le suivrai volontiers. Voilà. Donc, pour des raisons à la fois esthétiques, subjectives, romanesques, politiques, Rousseau me paraît une figure tout à fait étonnante, et il faut quand même la rendre à Genève. Voilà. Sur le plan anthropologique, peut-être aussi, hein, ce débat Hobbes-Rousseau, vous prenez plutôt parti pour Rousseau, dans cette considération d'un homme naturellement bon. Absolument, c'est-à-dire ma position sur ce point n'est peut-être pas exactement la même, parce que, au fond, Rousseau propose une espèce d'histoire de l'humanité, à l'intérieur de laquelle il y a eu la phase de l'homme bon, et puis la corruption immédiate par le contrat social et la civilisation. Donc c'est quand même un très 18e siècle. La figure du bon sauvage passe à l'arrière-plan quand même de tout cela. Et personnellement, je ne crois pas qu'il y ait eu jamais de bon sauvage. Je ne crois pas que l'humanité est déchue d'un paradis quelconque antérieur. Par contre, ce que je crois, c'est qu'il est tout à fait inexact de prétendre fonder la politique sur une théorie entièrement pessimiste de la nature humaine. Il y a l'idée que la politique est nécessairement oppressive parce que l'homme est nécessairement mauvais, mu par ses intérêts, et qu'il ne comprend que la coercition, sinon on est dans l'homme est un loup pour l'homme, et on est dans l'anarchie. Cette conception me paraît en vérité souterrainement dominante encore aujourd'hui. Parce qu'au fond, la thèse que dans le jeu social, l'individu ne suit que son intérêt est la matrice essentielle du capitalisme lui-même. Et c'est pour ça que la société qu'il propose est une société essentiellement concurrentielle. Qu'encore aujourd'hui, on nous fait une apologie permanente de la concurrence, alors que la concurrence, à la fin des fins, c'est tout de même la guerre de tous contre tous au nom de l'intérêt privé. Donc de ce point de vue-là, cette critique très, très sévère que Rousseau adresse à l'anthropologie de Hobbes, et plus généralement à l'anthropologie empiriste, je la partage. Je la partage non pas en pensant que l'homme est naturellement bon, parce que ça c'est peut-être une mythologie naturaliste propre au XVIIIe siècle, mais en pensant que l'homme est en capacité d'être bon tout autant qu'en capacité d'être mauvais, que les exemples abondent des deux. La capacité criminelle de l'homme est indubitable, mais sa capacité également sacrificielle, dévouée à l'autre, héroïque, inventive, désintéressée, on peut aussi en donner des exemples innombrables. Et donc, en fin de compte, il s'agit toujours de se situer dans la balance des deux déterminations anthropologiques possibles, et, au fond, une politique doit tenter, de façon systématique, de s'appuyer, de privilégier la capacité
de l'homme à se soucier des autres. Voilà. Le Rousseau littérateur et le fait que cette maison soit non seulement une maison de Rousseau, mais une maison de la littérature, m'invite à vous poser la question de votre rapport à la littérature, de votre attente à son endroit. Vous dites que le philosophe doit naviguer dans un équilibre difficile entre deux bords de la langue, le bord du poème et le bord du mathème. Vous dites que la poésie, c'est la forme artistique de l'anti-philosophie, et vous dites de cette anti-philosophie, quel est votre juge comme philosophe? Oui, en réalité, le point de départ qui est le mien, c'est qu'il n'y a rien de plus bâtard que l'écriture philosophique. Il faut bien voir que ça se déploie depuis le jargon le plus obscur, la syntaxe la plus ébouriffante, jusqu'au poème lui-même. Après tout, le De Naturarum de Lucrèce est un magnifique poème, mais c'est un poème philosophique. Donc la poésie peut s'écrire aussi philosophiquement. Chez Nietzsche et chez d'autres, on trouve aussi une tension littéraire du côté poétique. Et puis, Platon lui-même, après tout, a écrit des pièces de théâtre, en vérité, alors qu'il déclarait haïr le théâtre. C'est un paradoxe de ce personnage très étrange qu'est Platon, finalement. Donc, qu'il a en partage avec Rousseau, d'ailleurs. Oui. C'est-à-dire, ce sont des deux personnages complexes. Voilà. Mais dans tous les cas, pour revenir à votre question, il est bien vrai qu'il y a une bâtardise de la prose philosophique, trop souvent rabattue, je dois dire, sur la plus détestable des proses, qui est celle du manuel ou du traité. Voilà. C'est Aristote qui est l'inventeur de ça, d'ailleurs. C'est un grand coupable, Aristote, d'avoir inventé le cours de philosophie à Soban. Il a été grandiose dans le genre. Mais enfin, c'était un peu embêtant. Et alors, en vérité, je pense que le véritable statut du discours philosophique, c'est que, en réalité, sa norme privilégiée, c'est de convaincre par l'argumentation. Et ça, c'est quand même parce qu'à l'horizon de la naissance de la philosophie, il y a les mathématiques. Ça ne fait pas de doute. Donc l'exemple pur de quelque chose qui est convaincant par la démonstration formelle. Alors c'est un paradigme que la philosophie ne peut pas atteindre, même quand elle essaie de le faire au maximum, comme Spinoza dans l'éthique, où ce sont des propositions, des théorèmes et des démonstrations, mais c'est un idéal quand même. Convaincre par l'argumentation, parce que seule l'argumentation est en définitive un instrument de portée universelle. Mais elle ne se refuse pas non plus d'utiliser de la séduction, à l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre l'interlocuteur en situation d'accepter la démonstration. C'est ça le point. Le jeune homme auquel Platon parle, peut-être que si on lui inflige tout de suite une démonstration labyrinthique, il va résister. Donc on va commencer par lui faire un certain nombre de flatteries romancées, comme ça. On va lui raconter des mythes, des histoires, des choses comme ça. Et on va, de ce point de vue-là, toucher à un autre registre de la langue, qui est le registre poétique. Voilà pourquoi je soutiens que la philosophie, c'est toujours un chemin entre la tentation poétique et la tentation mathématique, sans que jamais elle puisse se confondre complètement avec l'une ou avec l'autre. Ce qui fait de vous un platonicien peut-être un conséquent, encore que vous avez dit qu'il fallait peut-être relativiser la détestation de Platon, qui a dû être un grand amateur, voire un auteur de poésie dans son jeune âge, mais vous avez publié La République de Platon en 2012, qui est un extraordinaire ouvrage, puisqu'il aligne à la fois une réception méticuleuse et une création, puisque c'est un livre d'Alain Badiou, d'une certaine manière, mais avec ça, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais enfin, il y a tout de même une appropriation personnelle dans une réception empathique, historique, en tout cas inscrite dans son temps, et il me semble que c'est ce que l'on devrait appeler communément une lecture. Et dans cette république idéale d'Alain Badiou, quel sort serait fait au poète? Alors justement, c'est une grande différence par rapport à Platon. Platon, comme vous le savez, soupçonne grandement les poètes, en réalité, d'introduire une telle dose de
de séduction, qu'en fait, ils sont dans l'élément de la tromperie et de l'errance. Et il les accuse aussi, parce que là, il parle aussi du théâtre. Quand il parle de poésie, il parle aussi de la tragédie, il faut bien voir ça. Il les accuse aussi de solliciter les passions les plus intenses pour que la subjectivité, finalement, s'y installe, s'y délecte, s'éloignant ainsi, au fond, de l'idée du bien, telle qu'il la conçoit. Donc, Platon est énergiquement contre la poésie, et je pense que, sur ce point, il a tort. Alors, comment faire pour faire savoir que je pense qu'il a tort, alors que je suis en train de le traduire? Évidemment, je me donne un certain nombre de libertés. Et je me suis donné en particulier la liberté de transformer en jeune fille un des jeunes garçons qui l'écoutent. C'était déjà une modernisation, après tout simplement. Le monopole des jeunes gens quant à la philosophie, c'était tout de même assez ringard, quoi. Alors j'ai introduit une jeune fille qui joue dans ma traduction un rôle très important, elle s'appelle Amanta, et en réalité, elle, d'abord, elle ne s'en laisse pas compter quand on lui essaie de lui faire passer la séduction pour une démonstration, et d'autre part, sur le point précis, elle réfute, elle refuse en réalité la théorie platonicienne de la condamnation du théâtre et de la poésie, et j'en fais suffisamment, tout en continuant à traduire, mais j'en fais suffisamment pour que tout le monde comprenne qu'elle porte mes couleurs. Parole de dramaturge. Peut-être qu'on peut avancer dans notre dialogue en évoquant l'idée communiste. Vous avez évoqué l'anthropologie capitaliste, et peut-être qu'on peut dire un mot de cette opposition au capitalisme, d'un idéal communiste, et peut-être rappeler les principes qui fondent l'idée que vous vous faites du communisme, et somme toute des idées que l'on retrouve pour la plupart chez Marx. Chez Marx, et pour certaines d'entre elles, chez Platon. Hein. Oui. Il ne faut pas oublier qu'en réalité, il y a un communisme platonicien originaire. Il est limité parce qu'il ne concerne en vérité dans la prose de Platon que les dirigeants, que le groupe des dirigeants. Mais le groupe des dirigeants, il est expressément dit qu'il ne doit rien posséder en propre, qu'il ne doit suivre à aucun moment son intérêt personnel et être entièrement dévoué au bien public tel que Platon le conçoit. Donc, d'ailleurs, au XIXe siècle en particulier, beaucoup des communistes utopiques de cette époque se sont réclamés de Platon comme d'un ancêtre évident. Alors, vous savez, je pense que le communisme, si on le prend dans son sens, si on oublie pendant un temps les expérimentations étatiques, en partie criminelles, en effet, qui ont eu lieu au XXe siècle, si on revient à sa définition originaire et à sa portée, je crois qu'on peut y voir quatre choses, quatre principes assez simples. Le premier, c'est l'affirmation selon laquelle il est possible d'organiser le système social, productif, économique et commercial, etc., sur d'autres bases que la propriété privée. Et c'est le point qui est le plus connu, et qui est déjà, lui, présent explicitement chez Platon. Mais c'est loin, à mon avis, de constituer le seul principe. Peut-être qu'il faut préciser la propriété des moyens d'échange et de production. Des moyens d'échange et des moyens de production au sens large. Voilà. Bien évidemment. Non pas la propriété personnelle. Non, on ne va pas nationaliser la brosse à dents. Voilà. C'est important de le signifier. Oui, il faut toujours le pour l'image colpotiste qui peut circuler. Mais bon, tout le monde sait aujourd'hui que d'énormes quantités phénoménales de moyens de production, d'échange, de connexion, d'information sont en fait disposés en propriété d'une très petite minorité, d'une véritable oligarchie restreinte. Les chiffres sont extravagants. Aujourd'hui, on sait qu'une petite centaine de personnes possèdent autant que plusieurs milliards d'autres. Donc on est dans une concentration de la propriété absolument... Alors, donc ce premier point est un point relativement clair. Il s'agit de réorganiser. L'expérience montre que ce n'est pas facile, mais il s'agit de réorganiser la société de telle manière qu'elle puisse faire l'économie d'inégalités de ce genre. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut certainement aussi réorganiser le travail lui-même, et en particulier en finir avec les divisions et l'organisation hiérarchique du travail, et aussi son organisation différenciée.
En particulier, il faut en finir avec l'opposition entre travail manuel et travail intellectuel, l'opposition entre travail de direction et travail d'exécution, etc. Et il faut en venir, c'est une question de citoyenneté, même au sens élémentaire, à ce que Marx appelait le travailleur polymorphe. C'est-à-dire celui dont le système de vie et d'éducation est préparé à fonder à des fonctions extrêmement différentes. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est celui de l'internationalisme véritable, une question qui était très importante pour Marx, à savoir en réalité le fait qu'en politique, il faut essayer d'en finir avec les antagonismes fondés sur des identités. Et ce qui est loin d'être encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire les identités raciales, sexuelles, nationales, religieuses, etc. Tous ces rassemblements identitaires doivent cesser progressivement d'être significatifs dans le champ de la politique. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de les abolir. Naturellement, les constructions symboliques demeureront, et les différences aussi. Mais il s'agit qu'on ne les hiérarchise pas, on n'en fasse pas des ressorts de l'antagonisme politique à l'égard d'autres groupes différenciés autrement. Et le quatrième principe, c'est que si on fait tout cela, progressivement, il n'y aura normalement plus besoin d'un appareil d'État massif et séparé, chargé de faire autoritairement et militairement, en réalité, régner l'ordre dans la société, parce que cette contrainte du règne de l'ordre résulte en réalité du caractère pathologique de l'organisation générale de la société. Le communisme, ça veut dire ça, ça veut dire ces quatre choses-là. Voilà. Alors, le dire, c'est une chose, le faire, c'est une autre. Vous dites qu'il y avait urgence à faire le bilan du siècle, urgence à réhabiliter ce mot qui dit ce qu'il faut dire de la tâche qui nous attend. Et vous dites aussi qu'il est important de penser le sujet révolutionnaire d'une certaine manière, et de le penser peut-être différemment de Marx au moment du manifeste, de penser peut-être autrement, plus largement, le prolétariat. Et là aussi, vous pensez que l'une des tâches qui vous attend, qui nous attend, c'est de relier des secteurs distincts de la société. Oui, ça c'est absolument certain, surtout quand il s'agit d'un univers planétaire qui est traversé par des inégalités aussi fondamentales. On ne peut pas s'enfermer dans les limites de notre immédiate perception de ce qu'est la société. Si on se réfère à ce qu'est la France aujourd'hui, on a une vision extrêmement particulière et très limitée de ce qu'est le monde, ça c'est certain. Et Marx déjà anticipait le fait qu'il faut raisonner en sens inverse, c'est-à-dire tenter d'éclairer ce qui se passe ici par la connaissance du monde dans son ensemble. Par exemple, on peut constater que nous sommes dans une société privilégiée à beaucoup d'égards, du point de vue strictement comptable, si je puis dire, mais ça, on voit ce que veut dire privilégié si on se rend compte de ce qui se passe ailleurs. Donc ça, c'est un point très, très important, et ça aboutit à une reconstruction, je pense, progressive des sujets historiques en cause dans le mouvement même de notre monde tel qu'il est. Par exemple, aujourd'hui, il y a un énorme prolétariat qu'on peut appeler un prolétariat nomade. C'est-à-dire un prolétariat qui n'est pas vraiment fixé dans le territoire des usines implantées nationalement, mais qui erre à la surface de la Terre en cherchant où survivre, parce que pour diverses raisons, ils ne peuvent plus survivre là où ils sont. Et donc, il y a des Africains, des Latino-Américains, des gens qui viennent du Moyen-Orient, des gens qui viennent de l'Est ou de l'Asie, qui constituent ce que j'appelle un prolétariat nomade. Et ça, c'est une donnée un peu nouvelle, parce que c'est un acteur qui, comme tel, n'est plus, à proprement parler, un acteur national. Donc c'est à la fois une chance pour l'internationalisme, mais c'est une difficulté, parce qu'il faut faire accepter cela aux identités qui, souvent, essaient de se fermer à cette pénétration, à cette présence du prolétariat international. J'utilise souvent la métaphore d'un rivage et de la mer. Nous, on est dans un îlot un peu privilégié, et puis la mer du prolétariat nomade vient battre nos bords. Pas mal d'entre eux se noient, d'ailleurs, comme vous savez, plusieurs milliers tous les ans, en essayant de parvenir à la terre promise. Et au fond, c'est une décision fondamentale de savoir si on accepte cette situation comme le point de départ d'une rénovation politique, la question des réfugiés, ou si au contraire on se barricade derrière pour protéger nos privilèges.
Et donc, effectivement, la question du sujet politique, aujourd'hui, est une question complexe qui, peut-être beaucoup plus que Marx ne l'avait lui-même pressenti, on ne peut appréhender qu'en ayant d'emblée une vision internationale. Vous ajoutez, je crois, à ce sujet révolutionnaire la jeunesse des banlieues, la jeunesse contestataire du reste du monde et les plus démunis parmi les salariés. Et quand vous dressez un constat historique de la période que nous vivons, vous faites un parallèle qui révèle peut-être les tâches immenses qui attendent les révolutionnaires. Vous dites que nous en sommes à peu près à l'époque de 1840-1860. Je fais deux comparaisons de ce point de vue-là. La première comparaison que je fais, c'est la similitude qui me frappe avec la période qui a précédé immédiatement la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire les années 1900-1915. Pourquoi ? Parce que dans cette période aussi, en vérité, l'idée communiste avait pratiquement disparu, en tout cas en Europe occidentale. Elle avait été noyée dans une social-démocratie bienfaisante, si je puis dire. Et puis, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'était que il y avait un développement économique foudroyant et des inventions scientifiques de première grandeur. Il y avait donc des populations privilégiées et des populations non privilégiées. Et en réalité, on était aussi dans l'époque glorieuse de l'impérialisme conquérant. C'est-à-dire que des nations comme l'Angleterre ou la France s'étaient quasiment partagées la terre entière. Donc or, aujourd'hui, nous avons une situation un tout petit peu parallèle, parce que le premier point, les forces révolutionnaires disponibles sont désorganisées et largement impuissantes. Nous sommes dans une période, en dépit de la crise de 2008, nous sommes dans une période d'ascension économique, si on regarde le monde, considérable, parce que le développement du capitalisme en Chine ou en Inde, ça a des pourcentages de développement absolument sans précédent. Et nous sommes aussi dans une absence de contrôle dans ce système-là, des rivalités qui surgissent. Exactement comme en 14, le point était que l'Allemagne, puissance ascendante, réclamait sa part de colonie et que les Anglais et les Français n'en voulaient pas. C'est la véritable source de la guerre de 14. La guerre de 14 qui s'est déchaînée sans que personne la veuille, parce qu'elle était le développement incontrôlable de systèmes de contradiction. Je crains que nous soyons dans une période largement comparable à ça. Et un élan capitaliste anarchique et planétaire, cette fois, c'est pas simplement l'Europe, c'est le monde entier, et des nouveaux venus, comme la Chine ou l'Inde, qui vont réclamer inévitablement leur place au soleil dans les rivalités impériales, et qui vont se mêler petit à petit de toutes les affaires. Et troisièmement, des zones entières qui sont devenues comme des bourbiers complexes dont personne n'arrive à se tirer, en l'occurrence le Moyen-Orient, la guerre en Syrie, la mer de Chine, il y en a plusieurs aujourd'hui, exactement le rôle qu'ont joué les Balkans avant la guerre de 14, qui ont été aussi un territoire embrouillé, dont toutes les puissances se mêlaient. Comme vous le savez, la guerre de 14 a dépendu de l'incident de Sarajevo, mais on pourrait très bien imaginer un incident de Bagdad, qui aurait avoir des conséquences du même ordre. Donc ça, c'est la première comparaison. La comparaison en situation mondiale, et j'indique que rien ne permet d'exclure que cette situation aboutisse à la guerre, pour la nommer réellement. Puis alors, l'autre situation, c'est plutôt idéologique, là. C'est en 1840, au fond, ou 48, on va avoir à la fois d'importants mouvements, soulèvements, agitations, d'un côté. En même temps, on a le vrai premier développement du capitalisme en Angleterre et en France, ou même en Allemagne à cette époque. Et puis, on a l'apparition, mais en bout de course, des premiers linéaments de ce qui sera le communisme marxisant. Je rappelle que le manifeste du Parti communiste de Marx, c'est 1847, mais quand Marx écrit le manifeste du Parti communiste, il n'y a pas de Parti communiste, il faut bien voir. C'est le manifeste de rien du tout, c'est le manifeste de Marx et de Engels, en fait. Donc, c'est un projet
c'est un avenir, ce n'est pas une chose mobilisable de façon immédiate. Et donc, en réalité, on est dans la période de création de l'hypothèse communiste. Et je pense que nous sommes, nous, dans une période de recréation de l'hypothèse communiste. Nous sommes ramenés, en ce sens, au même point, sauf que ce sera différent, ce ne sera pas exactement la même chose. Et nous y sommes ramenés, au fond, pour des raisons comparables, qui sont que nous avons derrière nous l'échec de processus révolutionnaires qui se sont réclamés du communisme et qui ont, quoi qu'on en pense, disparu. L'Union soviétique, Chine, cela a disparu en tant que localisation possible du communisme, exactement comme en réalité les révolutions de 1948 ont échoué et ont été suivies par une longue période réactionnaire, en France, Napoléon III, ailleurs, etc. Donc il y a une similitude. Que vous rapprochez d'Emmanuel Macron. Je crois pour l'autoritarisme oui. politique et le libéralisme, vous faites un lien. Ce serait peut-être une excursion, ça. Voilà, une excursion. Mais voilà, et donc en effet, je pense que cette double comparaison est relativement pertinente pour que nous ayons vraiment la conviction que nous ne sommes pas dans un moment où, à proprement parler, on continue quelque chose, mais nous sommes dans un moment où il faut inventer quelque chose. Et ça, ce n'est pas la même subjectivité. Il ne s'agit pas de répéter, il s'agit d'innover, d'inventer. Et en fond, c'est pour ça que je compare avec Marx et Engels, qui franchement étaient en train d'inventer quelque chose dont on a connu les premières tentatives de réalisation presque un siècle après. Alors je ne sais pas si nous travaillons à l'échelle des siècles, mais nous ne travaillons pas en tout cas dans l'idée que nous allons réaliser maintenant quelque chose qui déjà existe. Ce serait une vision erronée de la situation. Analogie avec le 19e siècle, peut-être qu'il est de bon ton d'évoquer les années 60 du 20e siècle qui ont été si essentielles de votre côté. Je parlais de Lacan et son importance pour votre système philosophique et pour cette catégorie du sujet. On pourrait parler, peut-être que si l'on en vient à évoquer votre système philosophique, on pourra dire un mot peut-être de Paul Cohen, un mathématicien tout à fait important pour votre relecture du platonisme. On pourrait évoquer aussi mai 68, dont on fête bientôt les 50 ans, et cette période précise de la révolution culturelle qui vous semble illustrer peut-être une démocratie radicale où ouvriers, étudiants mettent leur nez dans les affaires de l'État, dans toutes les institutions de la Chine de l'époque. Alors je ne sais pas où en était l'amant dans les années 60, je n'ose pas pousser jusque-là, mais enfin vous sembliez enclin à en parler, vous nous le direz. Mais vous parliez... Au tout début. C'est tout. Mais tout le bonheur est dans les commencements, disait Molière dans le Don Juan. Voilà, simplement il faut entretenir. On est déjà dans l'événement et peut-être la durée. Hein. On est peut-être déjà au cœur de votre philosophie en évoquant cela de manière drôlatique, mais peut-être qu'on peut en revenir à mai 68. Vous disiez dans le manifeste pour la philosophie en 89 que nous sommes au suspens de la nomination politique de mai 68 et un peu plus tard, en 2009, dans l'hypothèse communiste, vous disiez que nous étions contemporains de mai 68. Alors, contemporains des années 1840-60 et sommes-nous encore contemporains de cet événement cinquantenaire? Oui, ce sont des contemporanéités à des niveaux différents. Oui. Je disais déjà, 14, c'est la situation mondiale. 1840, c'est au fond ce qu'on pourrait appeler la situation idéologique, la situation de la doctrine politique. 68, c'est parce que 68 a indiqué des tâches. Alors, comme je suis inlassablement en train d'y repenser, je viens d'écrire un petit livre sur mai 68, que je vous recommande naturellement vivement. Et il sort le 2 mai 68. Et il s'appelle. Est-ce que c'est un pavé? Oh non! C'est une toute petite intervention. C'est une toute petite intervention. Et il s'appelle justement, c'est pour ça que je rebondis dessus, il a pour titre On a raison de se révolter. Et puis en dessous, l'actualité de mai 68. Donc je reste fidèle à la thèse de l'actualité. Mais je essaie de démontrer dans ce livre que cette actualité
n'est pas une actualité synthétique. C'est-à-dire, ce n'est pas une actualité qui considérerait mai 68 comme un événement unifié qui aurait ouvert une période à laquelle nous devrions rester fidèles. Je développe la thèse qu'il y a eu 4 mai 68 différents et que mai 68 ne peut pas être compris si on ne le conçoit pas comme le nœud de ces 4 mai 68 hétérogènes. Alors en gros, c'est le mai 68 de la jeunesse étudiante et lycéenne, le mai 68 de la grève ouvrière, la plus importante qui a eu lieu en France, le mai 68 libertaire, c'est-à-dire celui qui concerne la question de l'émancipation sexuelle, d'une autre configuration de ce que c'est que le bonheur, etc. Et le quatrième que j'appelle le mai 68 politique. Et je montre que le quatrième, le mai 68 politique, est au fond en diagonale des 3 autres. Il est en diagonale des 3 autres parce que son ressort premier, c'est de tenter de réaliser un commencement de fusion politique entre les ouvriers et la jeunesse étudiante. Et plus généralement, finalement, vieux problème entre les ouvriers et, au fond, une fraction des intellectuels, jeunes ou moins jeunes. Et que par ailleurs, il le fait dans un style, dans une manière d'être, qui emprunte aussi au mai libertaire quand même. Et c'est pour ça que ça reste quand même une action principalement dirigée par des jeunes, y compris dans les usines. C'est les jeunes ouvriers qui ont lancé les 68. Et c'est la jeunesse, c'est d'autres rapports entre les jeunes, d'autres intérêts. Et donc, voilà ce que je pensais sur mai 68. Alors quand je dis actualité de mai 68, je dis actualité de ce mai 68 politique, pour une raison qui est que les expériences qu'il a tenté de développer, et qui ont occupé une bonne dizaine ou une quinzaine d'années après, puisque les années 70 sont encore extraordinairement marquées par ce projet politique, que tout ça n'a pas abouti. Que tout ça n'a pas abouti, et l'actualité, c'est une actualité de l'ordre de la reprise. C'est-à-dire, sera-t-il possible de reprendre au point où ça s'est arrêté, ou peut-être au point d'origine lui-même, cette tentative d'une politique qui serait fondée directement, non pas sur l'organisation sectorielle des différentes forces révolutionnaires, mais sur leur intrication plus immédiate, comme je l'ai vécu personnellement avec un enthousiasme considérable, avec les réunions que j'ai faites pendant des années avec des ouvriers, des Africains des foyers, aux portes des usines, etc. Et dont on peut toujours dire ça n'a pas abouti, mais dont je considère que c'est uniquement comme un trésor que vous n'avez pas dépensé. C'est-à-dire que ça n'a pas abouti au sens où vous n'avez pas monnayé en termes de pouvoir, de conquête, etc. Et ça reste comme un trésor mémoriel et politique fondamental. Et c'est en ce sens que je pense qu'il y a une actualité de mai 68 pour retrouver ce qu'était l'inspiration que j'appelle diagonale, c'est-à-dire celle qui traversait en réalité les mouvements concrets, les mouvements réels, qui sont restés pour l'essentiel séparés. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse pour dire qu'effectivement cet engagement de l'intellectuel avec des publics qui ne sont pas les publics de l'académie est un engagement vrai dont nous avons eu cet après-midi à 17h le vivant exemple dans votre rencontre avec un groupe de personnes en situation d'addiction qui, dans une parole encore fragile, vous interrogez sur la question de la citoyenneté et vous avez su, face à ces personnes qui s'ouvraient de leur fragilité, de leur dépendance, vous avez su valoriser chacun, reprendre ici ou là des notions qu'ils apportaient au débat et essayer de nouer ces éléments-là avec vos propres réflexions, votre propre pensée. J'ai trouvé qu'il y avait là beaucoup de générosité, beaucoup de probité et une exigence remarquable dans ce dialogue. Oh, je me sens flatté là tout de même. Mais voyez-vous, il y a une phrase de Mao dans sa discussion avec Malraux, qui m'a toujours frappé, qui concerne justement la définition de la politique. Et Mao dit, voilà, la politique, ça consiste à rendre aux masses, sous une forme qualifiée, ce qu'elles nous ont donné sous une forme encore confuse. Et ça, je pense que c'est une définition
de ce que c'est que l'activité politique. Premièrement, elle ne se fait que si on a un lien effectif avec les gens concernés, les gens principalement concernés. C'est-à-dire tout de même, à la fin des fins, le prolétariat nomade d'aujourd'hui, les démunis de toute la terre, les gens qui n'ont rien, mais aussi les ouvriers des plus basses classes en Chine ou en Inde, mais aussi les femmes opprimées, etc., etc. Les démunis, elle n'a de sens que si on a un lien avec cela. Mais il faut aussi avoir la responsabilité de ce lien. Ce lien, ce n'est pas simplement savoir que ça existe et se fondre dedans. On nous demande quelque chose aussi. Nous qui venons, là, comme quand nous venions aux portes des usines en 68. Contrairement à ce qui a été dit, l'écrasante majorité des ouvriers étaient tout à fait intéressés, mais ils nous demandaient quelque chose que nous ne savions pas vraiment leur donner, en fait. Voilà. Là, il faut savoir. Alors, Mao dit précisément, il faut... Les idées, finalement, viennent de la vie des gens. Et les idées que peuvent avoir les démunis viennent de leur vie de démunis. Il faut donc les accueillir, les recevoir. Et ce n'est pas simplement de l'information pour ensuite écrire un roman. Hein. Nous devons leur rendre quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de transformer ce matériau en réalité, en mot d'ordre, en analyse, en directive politique et finalement en figure d'organisation. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'en effet, ce lien que j'ai expérimenté à grande échelle à partir de 68 demeure pour moi l'essentiel, le cœur de la possibilité d'une nouvelle politique. Peut-être un mot de votre système philosophique et puis on ouvrira le débat avec les présents. La notion d'événement est capitale dans votre système philosophique, celle d'être également. On retrouve les deux notions qui titrent votre grande œuvre. L'être, dites-vous, est essentiellement multiple. Ça va vous amener à fonder un platonisme du multiple qui doit beaucoup à ce mathématicien et à d'autres que j'évoquais tout à l'heure, Paul Cohen. J'aimerais peut-être que vous nous parliez d'un mot de ce platonisme du multiple, d'un mot, je sais combien je suis cruel, et peut-être dire un mot aussi de votre définition de la vérité. Je vous cite dans Qu'est-ce que j'entends par marxisme, où vous trouvez une manière très simple de dire votre idée de la vérité, processus de création d'une réalité concrète ayant une valeur universelle. Cette réalité concrète pouvant être une œuvre d'art, une séquence politique, une théorie scientifique ou une aventure amoureuse. Oui. Toujours en dernier. J'ai pas choisi cette fois-ci. C'est vrai. Oui, alors très rapidement, parce qu'en réalité, comme toujours, la philosophie, c'est à la fois très compliqué dans les détails et finalement assez simple dans les intuitions primordiales. Sur l'être, j'adopte la position que, en fait compte, l'être de quoi que ce soit qui existe, c'est une composition de multiples, des compositions de multiples. Alors ça s'oppose aux théories de l'un, et en particulier aux théories théologiques de la réalité, qui se subliment dans l'unité finale de Dieu. Donc là, c'est atomistique au sens général du terme. C'est toute chose qui existe, c'est d'abord une composition, et elle a une forme multiple spécifique. Alors la mathématique intervient tout simplement parce que la mathématique, c'est proprement, entre autres choses, l'étude et le recensement de toutes les formes possibles du multiple. Les formes numériques, théorie des nombres, mais aussi les formes au sens strict, les formes géométriques, les formes... Et donc, il va y avoir une mathématisation de la théorie de l'être si on part de ce point de départ, que toute chose est une forme de multiplicité, pour la raison que, précisément, il va falloir étudier les formes de multiplicité. Alors ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que, en réalité, un monde, un espace où nous vivons, c'est l'organisation d'une collection infinie de multiples sous certaines lois. Voilà. Et la physique, l'anthropologie, la sociologie, la géographie, tout ça, ce sont des disciplines qui cherchent les lois effectives d'organisation des multiplicités dans les mondes que nous connaissons. Je ne suis pas sûr que nous connaissions tous les mondes, mais enfin, dans les mondes que nous connaissons, on va, selon le type de réalité auquel on va s'affaire, c'est-à-dire qu'on va chercher la forme de multiple qui lui correspond. D'où d'ailleurs l'explication
que les sciences les plus avancées soient toujours mathématisées. Ce qui est très étrange, après tout. Pourquoi cette création extraordinairement abstraite que sont les mathématiques se trouve être l'instrument nécessaire pour comprendre la lumière, les étoiles, les planètes, etc. Si on considère que c'est parce qu'il s'agit d'examiner la forme de multiplicité concernée, on éclaire tout ça. Alors donc, il y a des multiples et leurs lois, pour faire très schématique. Alors j'appelle événement quelque chose qui se produit dans un monde déterminé, mais qui est en exception de ces lois. Il y a quelque chose qui n'est pas calculable, qui n'est pas prévisible. Parce que si vous connaissez les lois, vous pouvez prévoir ce qui se passe dans le monde. J'appelle événement ce qui n'était pas prévisible ou calculable à l'intérieur de ce monde, et qui va évidemment être comme un éclair. Ça ne peut pas s'installer dans le monde, l'événement, parce qu'il est contraire aux lois du monde. Donc, il intervient comme une espèce de coup de foudre, comme ça, et puis il disparaît presque en même temps qu'il apparaît. Mais il laisse une trace. Et je considère que la création de quelque chose, par nous, par les hommes, est toujours dépendante d'une manière ou d'une autre d'un événement. Car si elle ne l'était pas, elle ne ferait que reproduire les lois existantes du monde. Elle ne serait pas une création. Donc l'événement, c'est la source possible d'une création parce que c'est quelque chose qui est arrivé en exception aux lois, de façon fugitive, insaisissable, mais laissant quelques traces qui vont être en quelque sorte reprises. Et donc j'estime que toute création est, au fond, le développement dans le monde des conséquences d'un événement disparu. Alors j'arrive avec ça à expliquer pas mal de choses, malgré tout, pour savoir. Et c'est à ce moment-là que je constate qu'on appellera vérité le produit de ce travail. D'ailleurs, une vérité, ce sera toujours ce qui a été créé dans les conditions minimales des conséquences d'un événement. Et c'est pour ça que j'emploie l'expression, pour caractériser une vérité, j'emploie l'expression exception interne, bon, qui est paradoxal. Alors pourquoi exception interne? Parce qu'une création, elle a lieu dans le monde. C'est même un objet du monde. Un tableau, une passion amoureuse, ce sont des choses qui sont installées dans le monde. Néanmoins, en tant qu'elles ont une valeur universelle, c'est-à-dire en tant que ce tableau peut être reconnu, y compris tout à fait en dehors des conditions de sa production, en dehors des conditions historiques, cela est comme la trace de l'événement. Et donc, c'est immanent, c'est dans le monde, mais c'est en exception d'une certaine manière. Et donc, l'œuvre de vérité est toujours une exception immanente qui circule parmi nous. Restons-en là pour cette première partie. Je vous remercie infiniment pour la clarté du propos. Un micro peut circuler. Y a-t-il de premières réactions, questions? Oui. Alors attendez, quand j'arrive avec le micro, parce qu'on Je peux me passer du micro. C'est pas sûr, non, je ne suis pas sûr. Songez à mes vieilles oreilles. J'ai une question, ça marche ce truc? J'ai une question en deux volets sur le sujet politique. C'est-à-dire, aux deux extrémités de l'arc politique, il y a la classe dominante et puis les classes dominées. Il y a ce bon vieux schéma des classes chez Marx, bourgeoisie, prolétariat, qui me semble ne marche plus. Alors, ma question c'est, qui tient les manettes dans le monde aujourd'hui? Mon sentiment c'est que la bourgeoisie, c'est plus exactement elle, mais c'est une classe qui, c'est pas une classe, ou c'est un groupe de gens, Zuckerberg, Trump, tous ces gens-là sont presque hors bourgeoisie, ils ne sont pas des bourgeois. Et c'est eux qui tiennent les manettes. Et donc, en termes de... Quel est le sujet politique qui domine? Ça, c'est... J'aimerais bien connaître votre avis là-dessus. Puis l'autre partie de la question, en face, quel est le sujet révolutionnaire? D'où il peut sortir?
qu'est-ce qui s'oppose à ce pouvoir qui est vraiment... Vous avez évoqué des risques de guerre. Moi, je trouve qu'on est en guerre. J'ai l'impression qu'il y a une toute petite clique, un gang qui fait la guerre à l'humanité. Et la guerre est là, j'ai l'impression. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. D'abord, je pense que vous avez tort de ne pas désigner l'oligarchie dominante aujourd'hui comme une bourgeoisie moderne. Le fait qu'elle soit particulièrement restreinte ne modifie en rien son statut. Elle est définie par le contrôle, la possession et la maîtrise des moyens de production et aussi des moyens d'information, etc. Et au fond, elle a toujours été ainsi définie. Elle a possédé à un moment donné les chemins de fer, les aciéries, les fabricants d'armes, les circuits commerciaux et les banques. Et aujourd'hui, elle est toujours dans le même système de possession, vérifiant cependant une loi fondamentale du marxisme que j'ai déjà évoquée, qui est la concentration du capital. Et le capitalisme va de crise en crise parce que chacune de ces crises autorise une nouvelle concentration du capital. La crise de 2008, qui est en train de s'achever de la vie des bourgeois eux-mêmes, la crise de 2008 a facilité une concentration nouvelle, très importante du capital à grande échelle, dans tous les moyens de production et d'échange. Donc je pense qu'il s'agit d'une bourgeoisie qui, en effet, est une oligarchie restreinte. Alors on a à peu près en tête les chiffres. On peut dire qu'aujourd'hui, 1% de la population mondiale possède 46% des richesses mondiales, presque la moitié. Donc 1%, la moitié. Et on sait que 10% de la population mondiale possède à peu près 86% des richesses planétaires. Donc nous avons là un régime de domination par la propriété qui est tout à fait spectaculaire, mais qui n'est pas, qui n'a rien de pathologique. Je ne pense pas que ça transforme en gang la bourgeoisie planétaire. Ce sont des gens... au fond, la bourgeoisie a toujours été un gangster. Non mais, je veux dire, je le prends en un sens quasiment étymologique. À partir du moment où votre loi, c'est le profit maximum, vous êtes un gangster. Parce que tout passe après ça. Et comment définir le gangster, sinon quelqu'un pour qui le profit est maximal et la seule norme de son existence? Alors on voit bien que si on regarde de près, ils sont tous en train de carambouiller. On ne va pas parler ici de Sarkozy et de sa bande, mais on sait qu'ils sont gangsters, y compris aux limites du gangstérisme effectif. Et d'ailleurs, des études montrent que de nombreux endroits du monde sont consacrés au recyclage dans les capitaux validés, des capitaux invalidables, extraits des commerces, de la drogue, des armes, etc. Donc la connexion entre l'oligarchie planétaire qui se présente comme respectable et créatrice et le monde de la pègre est une connexion attestable. Il suffit d'examiner de près ce qui se passe dans les paradis fiscaux et dans les grandes banques. Ça, c'est le point. Donc moi, je maintiendrai tout à fait le nom bourgeoisie pour qualifier très précisément le système des possesseurs de moyens de production. Et en réalité, à échelle planétaire, c'est un petit 10% de l'humanité. Gros ou moyen, enfin bon, on peut en discuter selon les critères, mais ça gravite autour de ça. 10% de l'humanité, c'est quand même pas mal de monde. Mais si, 10% de l'humanité, ça fait quand même quelques millions de personnes dans l'affaire. Et si on va jusqu'au 1%, évidemment, là, ça commence et ils possèdent déjà la moitié. Alors, de l'autre côté, la description est devenue probablement un peu plus complexe qu'elle ne l'était au moment où Marx étudiait les conflits de classe en Angleterre, parce que, localement, dans un certain nombre de pays où il y a eu une histoire impérialiste, coloniale, etc., s'est créée une classe moyenne importante, significative, qui estime dans sa majorité que ses intérêts ne sont pas vraiment distinguables de ceux de l'oligarchie.
C'est ça qui fonde le système électoral, il faut bien s'en rendre compte. Un système électoral qui, au fond, ne conteste jamais l'autorité finale de l'oligarchie, tout en grognant contre certains de ses aspects excessifs. Ça, c'est ce qu'on peut appeler la nouvelle petite bourgeoisie, ou la classe moyenne, comme on veut. Ça, c'est des questions de domination. Et à échelle du monde, cela représente peut-être 35 ou 40% de la population. C'est un chiffre important. C'est un chiffre important. Et parce qu'elle elle existe dans les pays occidentaux de longue date, mais elle est en voie de constitution aussi dans des pays anciennement sous-développés comme la Chine, le Brésil, etc. Donc si on fait les calculs, on voit une oligarchie de 10%, 40% de classe moyenne et 50% de démunis fondamentaux qui vont depuis les salariés aux lisières de la pauvreté qui existent dans le monde entier, jusqu'à ceux qui n'ont rien du tout, et qui constituent en réalité, pour part le prolétariat nomade, pour notre part les démunis de tous ordres. Donc c'est ça la cartographie du monde. Alors moi ce que je dis simplement, c'est que il faut tenir compte d'abord des déplacements géographiques, parce que je voudrais dire quelque chose ici qui est peu connu. Il n'y a jamais eu, en pourcentage, autant d'ouvriers dans le monde qu'aujourd'hui. Nous ne le voyons pas parce que nous sommes en désindustrialisation violente. Les années 80 ont été des années de désindustrialisation massive. Quand on se promène dans la banlieue parisienne, on ne voit que des friches ouvrières délaissées, là où moi je distribuais des tracts à des milliers de gens il y a seulement 20 ans. Donc nous, on est en désindustrialisation. Donc la vision du sujet ouvrier est devenue un peu brouillée, un peu confuse, on ne voit pas trop. En plus, le gouvernement s'acharne à démanteler les dernières figures possibles de ça, ceux qui ont le statut de cheminot, etc. etc. Mais si vous regardez la Chine, il y a en Chine des centaines de millions d'ouvriers et des concentrations ouvrières colossales. Et Apple, par exemple, fait travailler, rien qu'en Chine, probablement 40 millions d'ouvriers, à lui tout seul, le brave Apple, si gentil par ailleurs. Enfin, sa gentillesse est chinoise, si je puis dire. Et donc, il faut bien voir ça. Donc, or, ça a toujours été vrai. Parce que même du temps où nous étions, je prends l'exemple de la France, nous étions industrialisés, c'était certaines régions qui étaient industrialisées. Il y avait un arrière-pays rural considérable pendant des années et des années, avec quasiment même 40% de paysans encore, jusque après la dernière guerre mondiale. Et les ouvriers, c'était le grand nord des bassins houillers, c'était la périphérie parisienne, c'était quelques lieux dans lesquels se concentrait en effet un prolétariat considérable. Bon, tout ça a été en partie démantelé. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'abandonner à échelle du monde l'analytique générale qui concerne les rapports de classe, et que, comme toujours, on tombe sur le problème que, même si on compte large, le prolétariat proprement dit est inférieur à 50% de la population. Il l'a toujours été. Il l'a toujours été. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il affleure vraiment 50%. Et donc, il faut des alliés, il faut des alliances. C'est inéluctable. Il n'est pas vrai que le sujet prolétarien, tout seul, constitue une majorité fiable de l'humanité tout entière. Cette alliance, elle doit porter sur une partie de la classe moyenne. Ce n'est pas l'oligarchie qui va l'organiser. Et donc le problème politique, c'est un problème politique tout à fait classique, qui a travaillé depuis Marx de façon assidue et tourmentée, si je puis dire, le camp révolutionnaire, c'est quelle fraction de la grande classe moyenne planétaire, qui représente 40% de la population à peu près, quelle fraction de cette peut éventuellement rallier un combat de type prolétarien et communiste en fin de compte, laquelle a intérêt à cela. Ça nous porterait du côté de ces secteurs les plus pauvres, les plus démunis, les plus ouvriers avec des guillemets, lesquels peuvent se rallier pour des raisons subjectives, idéologiques. Et ça concerne depuis toujours ce qu'on appelle au sens général les intellectuels. Voilà.
Ajoutons qu'il y a une tradition historique lointaine qui fait qu'une fraction de la jeunesse issue des classes moyennes peut être sensible aussi à ce type d'appel. Et donc, la tâche, énorme, c'est ça, c'est se soucier de l'organisation à échelle planétaire, d'une part du prolétariat, y compris le prolétariat nomade, prolétariat fixe, prolétariat nomade, plus une fraction de la classe moyenne, avec comme repérage principal, disons, les très basses classes moyennes, les intellectuels et une fraction de la jeunesse. Voilà, ça c'est la description du tableau. Quant à savoir ce qui le rend actif, ce qui le mobilise, ce qui le construit, eh bien ça, ça ne se fera, comme ça s'est toujours fait, que par un réseau primordial d'expériences localisées qui se répandront en tant qu'elles feront modèle pour d'autres. Et là, nous serons obligés quand même de compter sur les événements. Merci. D'autres questions? Oui? Attendez, j'arrive avec le micro. Excusez-moi. En fait, on a besoin du micro parce que nous enregistrons. Oui, j'aimerais poursuivre vraiment votre propos avec la question de la reprise des idéaux de 1968, parce que si 1968 a été un événement pour nous aussi, c'est pas seulement parce qu'on n'est pas très loin de Paris et qu'il n'y a un bon bec que de Paris, mais c'est aussi parce que c'était un événement planétaire. Pour nous, c'était Prague aussi, c'était Berkeley, c'était Detroit, et toutes ces luttes, toutes ces insurrections-là, vraiment m'ont marqué très profondément, comme je suis de cette génération. La question que j'aimerais vous poser, c'est de dire qu'est-ce qui vous donne des signes d'espoir aujourd'hui? Parce que l'analyse que je fais de ces 20 dernières années, mettons, c'est qu'il y a eu pas mal d'événements. Il y a eu Porto Alegre, il y a eu l'occupation des places dans différents pays. Et il y a même aujourd'hui, je suis extrêmement touché par ce qui arrive aux lycéens américains. Quand on voit des gamines de 12 ans qui parlent au nom des Afro-Américains, voilà, pour moi c'est un événement de se dire que voilà, la jeunesse américaine, alors, comme à l'époque de la guerre du Vietnam, il y a des capacités d'insurrection. Alors simplement ma question, c'est de dire qu'est-ce qui vous donne des signes d'espoir et puis qui nous donne des indications sur à quoi pourrait ressembler ce réseau dont vous parlez. Et vous l'avez dit vous-même dans le fil de votre intervention, c'est précisément ce qui se passe qui est d'abord la loi de l'appréciation des choses. Si vous avez des secteurs de la jeunesse qui se soulèvent aux États-Unis, si vous avez à peu près 5000 grandes grèves par an dans le territoire chinois, si vous avez l'apparition de nouveaux courants idéologico-politiques dans les discussions, si vous avez un minimum de réunions qui se passent de ci, de là, si vous avez des conférences qui prennent le communisme comme objet, c'est de cela que vous ferez le tissu de la possibilité de quelque chose. Parce que sinon, on demande une solution synthétique qui est justement ce qu'il s'agit de construire progressivement. Donc, comme je le dis, il faut d'abord être soi-même convaincu qu'il faut faire quelque chose. C'est quand même la première étape, ça. Et plus on demande de garanties ou de préliminaires à cet engagement propre, plus on ralentit le mouvement. Parce qu'après tout, chacun aura les mêmes motifs que vous pour demander qu'on lui explique ce qui est possible et comment ça peut gagner, alors que ce qui est possible et comment ça peut gagner, ça dépend précisément de la décision de chacun en définitive. Parce qu'il faut toujours se souvenir, les forces progressistes, révolutionnaires ou porteuses de la nouvelle politique, appelons-les comme on veut, ou communistes, etc., elles n'ont pas l'argent. Elles n'ont pas l'argent. Elles n'ont pas les moyens de communication. Elles n'ont pas les armes. Elles n'ont pas la police. Elles n'ont pas l'armée. Donc elles n'ont, il faut toujours y revenir, elles n'ont que leurs convictions unifiées. Elles n'ont que leurs convictions unifiées. Il n'y a rien d'autre. Et donc, tout un chacun peut contribuer à propager, ne serait-ce qu'auprès de son voisin ou de sa vieille tante, la conviction partagée.
Et il faut bien voir qu'on ne peut pas demander à quoi se rallier dans des circonstances comme celles que nous décrivons, comme si c'était là que se trouve la solution du problème. La solution du problème, nous devons, et c'est pour ça que je considère que ça ressemble aux années 1840, c'est-à-dire aux années de commencement de la chose. Chacun est en un certain sens dépositaire de son propre choix sur ce qu'il fait au regard du monde comme il est. On peut naturellement choisir de s'y intégrer, on peut choisir aussi d'être dans une position très répandue dans la classe moyenne qui est c'est pas fameux mais on peut rien faire. Oui, vous disiez, répéter que c'est difficile, participe de la perpétuation de l'ordre existant tout à l'heure de votre rencontre de 17h, et puis vous nous invitiez aussi à reconnaître comme succès, même un succès extrêmement local et intermittent. Une réunion de 3 personnes qui révèle une entente, un accord après délibération est déjà un succès, doit être mesuré comme tel. Mais bien entendu, parce que la réunion de 3 personnes qui s'est mis d'accord sur quelque chose va certainement s'être mis d'accord sur comment en gagner une 4e. Ça c'est certain. Et même elle se sera forcément mise d'accord sur le fait que, puisque cet accord a été possible, il est possible à une échelle plus large. Et les choses commencent comme ça, par capillarité, comme dans la vie, par cellules, les cellules qui communiquent et qui se tissent un peu entre elles. Quand on commence, on commence. C'est très important d'avoir la subjectivité du commencement, parce que si on a la subjectivité de la continuation, aujourd'hui, je pense qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on ne peut pas continuer une expérience dont les échecs ont été aussi violents que ceux du communisme historique. Tout le monde le sait, on ne peut pas continuer ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'analyser sans réclamer, examiner ce qui s'est passé, etc. Bon, ça, au contraire, c'est très important. Mais on ne peut pas dire « je continue ». Ça se heurte immédiatement au fait vous voulez continuer quelque chose qui en réalité, sous nos yeux, est mort. Donc, comment est-ce que vous allez le ressusciter? Voilà, ça devient quand même de la magie. Mais repenser plus finement l'échec est important. Vous parlez dans certains de vos ouvrages de la Commune de Paris, effectivement l'échec sanglant, terrifiant de la Commune de Paris lors de la Semaine sanglante, l'Holocauste, ce premier Holocauste, on pourrait dire de 1871, a peut-être invité le mouvement ouvrier à penser la forme partie, une organisation bien singulière, et peut-être à éteindre ce qu'il y avait à préserver, à caresser, dans l'innovation qu'a représentée la Commune de Paris sous l'angle peut-être du dépérissement de l'État ou de la libre association ou de la politique entendue comme vous la définissiez tout à l'heure. Oui, mais je ne dis pas du tout que les échecs soient dépourvus de toute leçon, absolument pas. Je pense qu'analyser de façon minutieuse qu'est-ce qui a provoqué le dépérissement de l'Union soviétique pour la mener à son état actuel, où en fait c'est le retour d'une espèce de nationalisme tsariste et religieux, ou examiner pourquoi la tentative désespérée de Mao de relancer la machine avec la révolution culturelle en lançant de façon quasi anarchique les étudiants et une partie des ouvriers à l'assaut du parti lui-même, en réalité, pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi ça a finalement échoué. Bien comprendre ça, c'est tout à fait important. Et en effet, ça peut valoir des idées. Ceci dit, entre 1871 et 1920, vous avez 10 siècles. Là. Et on ne peut pas dire qu'à la fin du 19e siècle, l'idée communiste se portait bien. Elle se portait très mal, en réalité. Donc, nous ne sommes pas non plus dans une situation totalement inédite. Parce qu'au fond, nous sommes dans une situation où, depuis les années 80, nous sommes dans une situation de contre-révolution triomphante. Et contre-révolution triomphante, ça a déjà existé dans le passé, ce n'est pas une situation absolument nouvelle. La restauration de 1815 à 1840, devant une situation presque invraisemblable de restauration du vieux monde, comme si la secousse événementielle extraordinaire de la Révolution française n'avait pas eu lieu. Et la Révolution française n'est redevenue quelque chose de significatif idéologiquement qu'à la fin du XIXe siècle, pratiquement. Entre-temps, on a eu la dictature de Napoléon III, etc. etc. Donc,
nous sommes dans une situation que nous pouvons historiquement comprendre. Il y a déjà eu des situations de cet ordre. Elles n'ont pas à être traitées comme désespérantes, parce que pour les raisons que vous rappeliez, pendant ce temps, les idées ont travaillé, des expériences ont eu lieu, des nouveautés sont apparues, un bilan a été fait de pourquoi ça avait échoué, et on est dans une nouvelle donne. Une nouvelle donne qui a été matérialisée dans l'exemple que vous prenez par les inventions particulières de Lénine, et qui ont en effet fait passer le mouvement prolétarien de l'écrasement obligé à la victoire fragile. Voilà. Qui était un pas en avant très important, qui a été salué par des millions de gens. Y a-t-il d'autres questions, observations? Oui, madame, et ensuite monsieur. Vous parlez de nouvelle donne. Moi, j'en vois une assez importante, qui est l'état de notre environnement en général. Il y a des choses qui ne sont plus celles d'avant. Entre autres, par exemple, sur l'épuisement des matières premières, des ressources non renouvelables, et puis des changements climatiques, de la biodiversité qui fout le camp, etc. Donc, c'est des nouvelles donnes qui, effectivement, peuvent avoir des influences, à mon avis, assez importantes sur ces événements qui vont se produire. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Je suis une féministe des années 70. Et puis, cette année, j'étais à la première réunion d'un GAF, Groupe d'Action Féministe, et qui préparait la marche nocturne du 8 mars. Peut-être plein de gens ici n'en ont jamais entendu parler, mais il y a eu à peu près 800 femmes dans la rue, assez tard le soir, encadrées par les polices et tout ça, mais enfin sur un bon parcours. Et bon, ça faisait des années que moi, des féministes, j'en connaissais quelques-unes, des jeunes individuellement, mais ça faisait pas grand-chose. Et tout à coup, là j'arrive à cette réunion, je commence à compter les personnes qui arrivent, toutes très jeunes, j'étais vraiment la vieille, et puis j'étais arrivée à 50 ans, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être au MLF, c'est comme si j'avais tout à coup repassé dans le passé, c'était incroyable. Et cette manifestation que j'ai participé, c'était une expérience extraordinaire, parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui bourgeonnait, qui bouillonnait, et qui me rappelait plein de choses. Voilà. Et c'était que enfin, on était quelques vieilles aussi, parce qu'on y est allés. Il en faut toujours. Bah oui, absolument. Et d'ailleurs, ces jeunes femmes sont très preneuses de nos expériences. Et là, c'était extraordinaire de voir toutes ces jeunes femmes et le type de manifestation qui s'est passé, qui n'était pas ces manifestations où je m'embête, j'y vais mais je m'embête. Et là, c'était joyeux, c'était amusant, il y avait des slogans très drôles, etc., etc. Voilà. Alors, c'est vrai, mais la donne, elle a vraiment changé sur notre environnement au sens général du terme. Et ça, je pense que c'est assez nouveau dans les sociétés. Voilà. Oui, alors, vous mettez en discussion deux thèmes fondamentaux dans la circulation des débats aujourd'hui, à savoir l'écologie d'un côté et le féminisme de l'autre. Je voudrais quand même dire deux choses sur chacun de ces déterminations. Le fait est que, s'agissant du féminisme, le fait que est en train de se clore dans des actions aussi, dans une longue suite de sociétés dans lesquelles il était constitutif qu'il y ait une domination masculine est indubitable. Est indubitable. Et au fond, qu'il y ait pour ce faire des péripéties, des événements, des actions pour accélérer ce processus ne peut qu'être soutenu. Mais tout semble montrer que cette promotion féminine est praticable dans l'univers capitaliste lui-même sans aucune difficulté. Pour l'instant, rien n'indique qu'il y ait contradiction entre les revendications propres de ce mouvement et l'état des choses. Et la meilleure preuve, c'est que c'est dans les pays capitalistes qu'il est particulièrement actif et particulièrement, d'une certaine manière, apte à devenir
une conviction, ou en tout cas une propagande dominante de l'État lui-même. À l'heure actuelle, personne dans le personnel dirigeant n'a dit « Oh, quelle horreur ce mouvement », etc. Non. Hein. Alors que vous feriez défiler 20 000 prolétaires arabes, ça serait différent. Très différent. Donc, la nature de classe du féminisme est une question qu'il faut tout de même poser. Et ce n'est pas pour le refuser, ouais, il est évident que, comme le disait déjà le poète Rimbaud, il faut que finisse l'infini servage de la femme, bien sûr. Mais la question de savoir si la place de cela dans l'organisation générale des choses que nous en parlions, c'est une question qui doit aussi être mise à l'ordre du jour. Pour l'écologie, je serais tout de même alors là plus radical, parce qu'il est absolument impossible de séparer, là, purement et simplement, la question de la prédation et de la surexploitation du régime capitaliste concurrentiel. Ça, c'est impossible. En réalité, la vraie question écologique, c'est la question de l'organisation de la production et de la prédation comme motif concurrentiel majeur concernant aussi bien les matières premières que les ressources agricoles, etc. Et en vérité, c'est aussi pourquoi à la fois c'est mis à l'ordre du jour de grandes réunions internationales, et en même temps, tout le monde est pessimiste sur le fait que ça puisse réellement se transformer. Parce que si vous touchez à ça, c'est-à-dire vous touchez, il faut voir à quoi vous touchez. Vous touchez en réalité au ressort de puissance de l'oligarchie elle-même, qui est fondée sur la possession, y compris impériale, des puits de pétrole, l'exploitation du bois africain à haute dose, etc. Donc, je pense que sur la question du féminisme, la positivité de la chose est flagrante et elle est historique, d'une certaine manière, parce qu'elle permet de sortir d'un âge très long et très prolongé de soumission des femmes. Mais la question de savoir si ceci, en tant que tel, introduit une fissure dans le bloc dominant est une question véritablement à l'ordre du jour. Quant à l'écologie, là, je crois que le combat écologique qui se voudrait interne à la maintenance du capitalisme lui-même est absolument sans espoir. J'en fais l'affirmation. Et alors, et dans les deux cas, ce que je pense, c'est que ce sont des mouvements dont le risque est qu'ils puissent être instrumentés pour que la nature exacte du problème qu'ils posent ne vienne pas à la surface. Et ça, vous savez, aujourd'hui, c'est très important. Beaucoup de choses ont pour source, en réalité, la structure générale de l'organisation des choses, mais souvent la propagande consiste à voiler cet aspect-là, c'est-à-dire à isoler le problème comme s'il était un problème indépendant des structures générales d'organisation de la production et de la société. Donc il faut toujours examiner de près quel est exactement le degré d'indépendance ou de non-indépendance des mouvements concernés. Et il y en aurait d'autres du même ordre. Par exemple, même le maniement de la catégorie de nation demeure aussi quelque chose qu'il faut interroger. En vérité, lorsqu'on agite le chiffon tricolore, c'est toujours pour des raisons qui sont relativement obscures. Et il faut toujours demander pourquoi. En plus, la France, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est la définition de la France? Nous arrivons bientôt au terme de notre rendez-vous. Il y a une question de monsieur, et puis seuls les jeunes ont pris la parole, mais je sais qu'il y a encore plus jeunes dans l'assistance, donc si l'un des tout jeunes voulait prendre la parole, évidemment, il serait bienvenu, mais on va peut-être donner, ou je donne mon micro. J'arrive, c'est parce qu'il y avait une question là-bas au fond. Ah, alors on va prendre peut-être les deux questions, et puis on les prend l'une après l'autre, et puis je vous invite à une réponse qui sort de synthétique. Voilà. Alors, les tout jeunes, les tout vieux. Non, j'ai une question par rapport à de nouveaux révolutionnaires. Enfin, ils se prétendent révolutionnaires et personne ne sait quoi en faire. Et j'aimerais savoir ce que vous en faites. Je pense aux extrémistes islamistes.
synthétique. On prend les deux questions, c'est ça, Mathieu? Oui, on prend la deuxième question. Oui. Moi, j'avais une question. Je voulais revenir à la pensée. Je m'adresse à un intellectuel, à quelqu'un que je lis depuis des années. Et puis vous parlez de comprendre. Comment comprendre le monde ou comment comprendre l'histoire. Vous avez parlé plutôt comment reprendre peut-être l'histoire, les événements 68 ou la réflexion. Et tout au début de votre dialogue avec nous, vous avez parlé de inventer, quand vous avez parlé du geste révolutionnaire. Et je me pose la question, comment vous vous situez avec la pensée? Comment un penseur, un intellectuel, presque un mathématicien, autrement un mathématicien qui crée des formes et qui réinvente des formes et qui invente des langages, comment il lit autrement le monde? Tous les événements sont hyper nécessaires, ils insurgent de l'espoir tout le temps quand il y a des événements sur la place publique, quand on peut... où il ne s'agit pas seulement qu'on ait des sociétés privilégiées qui ont accès à l'eau, à la nourriture, au savoir, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce putain de savoir? Alors on peut casser tout, ou comment on peut apprendre ou s'éduquer, ou comment on peut lire autrement les choses, lire les livres autrement. Et on a besoin des gens qui nous écrivent différemment les lettres qu'on peut recevoir, non? Que, je sais pas, il faut créer des signes, et vous créez des signes. Donc nous, on n'est pas des politiciens ici, non? On est des... Donc est-ce que nous, on a un rapport avec nos sociétés européennes? Ou est-ce que nos relations sont tout le temps envers les autres? Et comment on s'occupe de nous ici? Est-ce qu'on arrive à lire entre les lignes? Est-ce qu'on a une culture comme ça? Synthétiquement. En ce qui concerne la première question, je crois avoir... je vous ai dit que je crois avoir écrit un petit livre qui lui est consacré, qui s'appelle « Notre mal vient de plus loin », après les attentats de novembre. Ce que je propose de dire, c'est que l'existence même de cette figure du terrorisme mortifère appuyé de surcroît sur des traditions, à mon avis, mortes ou mortelles, à savoir les religions dans leur figure archaïque. Je pense que l'existence même de ce phénomène est un produit de l'inexistence contemporaine d'une claire autre voie que celle du monde tel qu'il est. Si, je vais parler en très gros, si vous n'avez pas de communistes, vous aurez des fascistes. Voilà. Et c'est déjà ce qui se passe à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine façon, l'abstraction du monde capitaliste ne peut pas être acceptée, notamment par toute une fraction de démunis ou de victimes de ce monde. Ou bien il leur est proposé une issue qui est prospective, c'est-à-dire qui construit un avenir, ou bien il leur est proposé quelque chose qui consiste à revenir à des configurations antérieures, à leurs yeux menacées ou détruites par l'état des choses existant. Et nous savons ça de façon extrêmement claire depuis les années 30 en Europe. Parce que dans les années 30 en Europe, nous avons eu à grande échelle, cristallisé finalement à un moment dans la guerre d'Espagne, l'affrontement entre ces deux visions des choses. D'un côté, vous aviez un communisme tout de même encore inventeur, créatif et solidement implanté dans une partie des masses ouvrières,
De l'autre côté, vous aviez une réaction fascisante et nationaliste extrêmement implantée dans notamment une fraction de la petite bourgeoisie. Et ça a donné ce que vous savez, la victoire d'Hitler en Allemagne, la victoire de Franco en Espagne, et finalement la guerre mondiale pour régler le problème, qui n'a pas été réglé de manière interne, il a été réglé par un affrontement planétaire. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui nous soyons dans les mêmes conditions, mais tout de même, on est obligé de s'inquiéter aujourd'hui quelque peu de l'apparition, de la réapparition de configurations nationalistes, sectaires, traditionnalistes, d'une religiosité despotique, etc., sous différentes formes qui ne sont pas simplement l'islam. En réalité, si on regarde la situation depuis comme la Hongrie, la Pologne, etc., on voit aussi des choses qui, du côté chrétien, sont tout à fait périlleuses et difficiles. Et ça, je pense que nous payons là une faiblesse. Nous payons là le fait que, en définitive, a été perdue l'idée qu'une autre voie, réellement une autre voie, était possible et praticable, qui organisait la sortie du capitalisme dominant dans une vision qui, au lieu d'être réactive et traditionnaliste, était inventive et nouvelle. Et c'est pourquoi je pense que travailler, ne serait-ce qu'à la réapparition au niveau subjectif de la conviction que cette voie peut exister, me paraît si importante. Bien entendu qu'elle existe matériellement, qu'elle soit forte, etc., est très important aussi. Mais le fait qu'elle existe et soit largement diffusée et partagée comme possibilité est très important. Et c'est la clé de la récupération d'un certain nombre, dans le monde entier, de jeunes gens égarés, comme il y en a eu dans les ligues fascistes des années 30, un très grand nombre de jeunes gens égarés, qui n'acceptent pas le monde comme il est, qui sont des révoltés, mais pour qui le langage de cette révolte, la parole de cette révolte, est trouvé du côté du traditionnalisme réactif et violent. Et je pense qu'il faut que nous prenions l'habitude de penser que, en termes courants, que toute force de l'extrême droite résulte d'une faiblesse de l'extrême gauche. Parce que, et voilà, sur cette question, et que le problème du terrorisme musulman fait absolument partie de ça. Les jeunes gens des banlieues sont des jeunes gens abandonnés, en réalité. Aujourd'hui, je connais un peu la question, j'en suis très proche parce que j'ai un fils adoptif dans cette colonie-là, et ils sont abandonnés, ils sont dévastés, et on peut, à peu de frais, les organiser dans quelque chose qui en réalité est appuyé subjectivement, soyons un peu psychanalystes, est appuyé subjectivement sur l'instinct de mort. C'est vraiment faire transformer en action l'instinct de mort. Parce que vous constaterez que presque tous ces attentats sont non seulement agressifs, sanglants et criminels, mais ils sont suicidaires. Dans 99 cas sur 100, ils sont suicidaires. Et il faut voir que là, nous avons des jeunes gens qui considèrent qu'ils peuvent faire rien de leur vie pour un acte symbolique insensé. Voilà pour cette question. Alors, pour l'autre question était complexe, mais je vais dire comment je l'ai comprise. Je l'ai comprise, j'étais très intéressé par ce que vous disiez sur les signes. Voilà, je voudrais partir de là. C'est-à-dire, au fond, il me semble que ce que vous demandez, ou la question que vous vous posez, c'est au regard de ce qui se passe, de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, est-ce que nous disposons d'une possibilité de formalisation, je dirais cela, c'est-à-dire une possibilité de mise en forme de tout cela. Et je pense que c'est une bonne manière de poser le problème, en effet. C'est-à-dire que, même la formule de Mao, ce qu'on nous donne de façon confuse, il faut lui restituer sous une forme. Et actuellement, c'est vrai que la question de la forme est une question tout à fait importante, et pas seulement en politique. Vous évoquiez là ce qui en est de la pensée. Et effectivement, qu'est-ce que peut être aujourd'hui une pensée collective? Qu'est-ce que peut être sa forme? Qu'est-ce que peut être ses signes de reconnaissance? C'est une question qui est à l'ordre du jour.
Évidemment, le philosophe que je suis cherche toujours sur chaque question à exhiber la forme possible de cette question. C'est mon métier. Quelquefois c'est un peu compliqué, mais la complication n'est qu'un moyen intermédiaire. En définitive, à la fin des fins, ça doit être simple. Voilà. Ça doit être simple parce qu'une forme, si elle a été trouvée, elle sera reconnue et utilisée collectivement. Et au fond, toute réunion, toute discussion collective est toujours réglée par la question de savoir si on s'entend en définitive sur la forme du problème. C'est absolument essentiel. Et on sait très bien que dans une réunion, pendant très longtemps, on ne se comprend pas bien au début parce qu'on n'a pas trouvé la forme commune qui rassemble la question. Et alors, c'est une grande directive, quoi. Chercher la forme. En tout cas, vous l'avez. On va saluer cette conclusion de ce dialogue entre art et philosophie sur la forme. C'est une bonne conclusion. Merci infiniment Alain Badiou. Isabelle Vaudot qui vous accompagne, on va signaler donc vos parutions prochaines, le 3e opus de la trilogie de votre système philosophique, le 5e opus d'une pentalogie désormais d'Ahmed qui est à venir pour l'été, et puis cet ouvrage que vous avez annoncé pendant notre dialogue sur mai 68. Merci beaucoup à vous d'avoir été si nombreux à être présents. Merci à l'équipe de la Maison de Rousseau et de la littérature, et puis on terminera sur cette vivifiante leçon: ne pas tenir l'établi pour naturel et penser le possible. Merci beaucoup. Merci.